Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Startup. Au programme aujourd'hui, les femmes qui entreprennent dans le numérique. On voit ça tout de suite avec Mounia Erka, cofondatrice de Girls in Tech, et Sarah Hazan et Anna Waknin, les deux fondatrices de Babbler. Mounia Erka, bonjour. Bonjour. Alors vous avez plusieurs casquettes, vous avez lancé au Maroc le site de vente groupée mydeal.ma, vous êtes venture capitaliste en France au sein de Shipstead et vous êtes par ailleurs la cofondatrice de Girls in Tech. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la raison d'exister de Girls in Tech ? Alors en fait, Girls in Tech, ça a commencé en France en 2010 parce que je travaillais à l'époque dans le venture chez Ventech et donc je connaissais Roxane Varza qui est donc la cofondatrice de Girls in Tech Paris avec moi. Et un jour, on buvait un café et on déplorait le manque de femmes dans les milieux qu'on fréquentait. Donc des milieux numériques essentiellement. Des milieux de start-up, de VC et donc numérique, oui effectivement. Et on s'est dit, au lieu de créer une société, une association franco-française, on va se rapprocher du groupe américain Girls in Tech qui existait depuis quelques années pour créer le premier chapitre à l'étranger et ça a été Girls in Tech Paris. Donc pour promouvoir en fait la présence féminine dans tous ces milieux qui étaient, où les femmes étaient assez peu représentées. C'est ça, en fait c'était de montrer, de mettre en valeur des femmes qui réussissaient bien dans le numérique pour donner envie à d'autres femmes de se lancer et pour justement un peu rattraper ce manque. Alors on va y revenir plus tard, on va accueillir nos deux autres invités, donc Sarah et Anna, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes les deux fondatrices de Babbler et alors Babbler en fait qui ambitionne de révolutionner les relations presse via le numérique, c'est bien ça, vous avez créé une plateforme qui met les deux en relation. Exactement, une plateforme d'échange en temps réel entre les attachés de presse et les journalistes, les blogueurs, les médias au sens large. Et alors comment ça fonctionne concrètement? Le journaliste se connecte sur la plateforme, il a accès directement Alors le journaliste quand il s'inscrit, il définit ses domaines d'intérêt, donc il va choisir de suivre des hashtags en fonction des posts des marques. Et ça fonctionne un peu comme un réseau social, les attachés de presse peuvent poster des actualités, des contenus et les journalistes peuvent interagir et ils peuvent engager des conversations en direct, en temps réel, de façon très simple sur une plateforme. Et alors vous êtes membre également de la commission donc, Femmes du numérique. Femmes du numérique, ça a la même vocation que Girls in Tech, c'est promouvoir la présence féminine dans les startups et dans le numérique. Oui, c'est une initiative aussi pour justement encourager les femmes à entreprendre dans le numérique. C'est un réseau qui permet aussi aux femmes d'échanger entre elles sur leurs expériences et de se motiver justement à franchir le cap et à entreprendre. Alors donc en fait, vous êtes toutes les trois, vous êtes associées à des initiatives pour plus de mixité dans le milieu du numérique. Donc déjà, c'est un vrai constat ça que les femmes sont sous-représentées dans le milieu du numérique et dans l'entrepreneuriat numérique. Oui, globalement, il y a quand même majoritairement beaucoup d'hommes, à peu près, je dirais 15-85. Donc 15% de femmes et 85% d'hommes. Oui. Et par contre, le numérique, c'est une réelle opportunité pour les femmes. Donc, bien qu'aujourd'hui, elles sont encore sous-représentées, c'est quand même une opportunité de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat sur des projets qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de fonds au début et qui permettent une grande liberté dans la création. Donc c'est une opportunité, mais pour toi, elles sont peu représentées. Mounia, vous avez fait ce constat aussi. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, cette sous-représentation des femmes dans le numérique? Je pense qu'on peut l'expliquer comme on explique la sous-représentation des femmes dans les écoles d'ingénieurs ou dans plein d'autres milieux. Je pense que les femmes se font peut-être une image fausse de ce que c'est que travailler dans le numérique. Moi-même, j'ai fait une école d'ingénieur, alors il y avait très très peu de filles. Et moi-même, à l'époque, j'avais l'impression que si je devenais développeuse, pourtant je pouvais l'être, c'était pas forcément l'image que j'avais envie d'avoir de moi-même. C'est-à-dire, vous voulez pas être associée honnêtement, j'ai l'impression que quand on était développeuse, on était forcément une geek. Et donc vous n'aviez pas envie d'être une geek devant son ordinateur toute la journée, qui mange une pizza Voilà, j'avais cette image alors que en fait, quand on crée une start-up dans le numérique, alors petit 1, on n'a pas du tout besoin de savoir coder. Et même si on sait, bon, ça peut être un avantage, mais dans tous les cas, c'est comme l'a dit Anna, c'est une super opportunité parce que de toute façon, c'est de la gestion de projet et l'essentiel, c'est justement de pouvoir recruter les bonnes personnes et s'entourer comme il faut. Et ça, je pense, c'est une qualité que les femmes ont, quoi. Mais c'est vrai qu'on en parlait avant l'émission, aucune de vous trois ne sait coder. Non. Et pourtant, vous avez toutes les trois entrepris dans le numérique aujourd'hui. Donc, Sarah, donc, ce qu'on dit, c'est que il suffit pas de savoir coder. Donc, en fait, entreprendre, c'est pas une question d'homme, femme ou quoi que ce soit. C'est une question d'avoir envie d'entreprendre. Et après, il faut savoir s'entourer des personnes qui ont les compétences nécessaires pour apporter notre projet. Oui, en fait, comme disait Mounia, entreprendre, c'est gérer un projet de A à Z. Donc, il faut autant des compétences en management, en ressources humaines, en comptabilité, en administratif, qu'en technique ou en marketing. Donc, finalement, on n'a absolument pas besoin d'être codeur
codeuses pour entreprendre dans ce secteur-là. Par contre, effectivement, il faut savoir bien s'entourer pour pouvoir fonder une équipe solide. Mais clairement, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une palette large de compétences sur lesquelles il faut savoir jongler pour pouvoir réussir, quoi. Et alors, on parlait du décalage donc, entre hommes et femmes dans le numérique. Est-ce que c'est ce même décalage qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat dans le numérique, donc de femmes entrepreneurs qui auraient entrepris, donc qui auraient révolutionné ou simplement adapté un secteur grâce au numérique? Il est encore plus grand parce que moi, il y a des gens qui me disent, quand je leur dis mais il n'y a pas beaucoup de femmes dans le numérique, ils disent mais si, regarde, dans mon entreprise, l'assistante est une femme. Donc ça fait bondir, évidemment. Donc là, évidemment, on parle plus d'entrepreneurs. Voilà, donc non, il y a le même décalage dans la création d'entreprise et c'est ce qu'on essaie d'encourager. C'est quand les filles disaient qu'on avait plus de liberté et que c'était une excellente opportunité pour les femmes, c'est vrai. Parce que si ces femmes-là créent des entreprises, de toute façon, elles ne maîtriseront pas toute la palette des métiers qu'il faut connaître pour être entrepreneur et c'est pas ce qu'on demande. Mais en plus, elles pourront être très libres et faire des choses vraiment sympas, quoi. Et alors concrètement, qu'est-ce que Girl in Tech fait pour mettre en avant donc, cette nécessité d'avoir plus de femmes dans le monde de l'entrepreneuriat et du numérique? Alors nous, on essaye de faire, on est assez modeste dans ce qu'on fait. On sait qu'on ne va pas changer le monde, mais on pense que ça commence par ça. L'idée, c'est de mettre en valeur, mettre en lumière des femmes qui ont bien réussi, qui ont des choses hyper intéressantes à dire sur leur métier et qu'elles puissent servir un peu de modèle pour d'autres femmes. Donc pour faire ça, simplement, on organise des événements avec à chaque fois des thématiques business. Donc il est hors de question de parler de « Ah, tu as réussi à faire ta boîte et à élever tes 5 enfants ». À chaque fois, on prend vraiment une thématique. C'est vraiment le business. Vraiment, par exemple, on a fait l'économie collaborative, les tech, on fait des sujets assez normaux. Sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on n'invite que des femmes sur le plateau. Dans la salle, en général, il y a plus de 50% d'hommes qui viennent, donc ça c'est bien. Donc ils sont quand même intéressés par le parcours de femmes qui réussissent? Oui, complètement. Et parce que les sujets sont vraiment intéressants en tant que tels. Par contre, le fait d'inviter ces femmes-là, on constate qu'elles sont rarement invitées dans des événements et qu'après, d'autres événements plus gros, plus connus, plus mainstream les invitent. Et finalement, elles peuvent susciter des vocations chez d'autres filles qui se disent « Ah ben oui, elle n'est pas plus intelligente ni plus grande que moi et elle y arrive très bien. » Donc c'est vraiment cette volonté en fait, de créer des modèles pour susciter des vocations chez d'autres personnes. Anna, Sarah, quand vous avez décidé de monter Babbler, vous aviez des modèles en tête de réussite sur le numérique? Des modèles de femmes qui ont réussi dans le numérique? Pas forcément, une femme peut être inspirée par un homme également, mais ça peut, si c'est des modèles de femmes qui vous ont donné envie par exemple de… Des modèles comme Litchi par exemple ou My Little Paris, des entreprises comme ça qui ont réussi à se développer et à devenir leaders sur leur marché et qui ont été portées par des femmes. Oui, bien sûr que ça nous encourage aussi, ça nous sert de modèle. Et puis bon, après c'est vrai que c'est aussi un réseau. Les femmes, je trouve qu'elles sont très solidaires les unes avec les autres et que du coup elles s'aident, qu'on se passe des bons tuyaux, qu'on se présente des gens, on fait plus facilement rentrer une femme dans notre réseau parce que par solidarité, quoi. Par solidarité féminine, en fait, il y a un réseau qui se crée dans l'écosystème de start-up qui est une opportunité finalement, comme vous le disiez Anna tout à l'heure. C'est que quand on est une femme, on a ce réseau supplémentaire. Donc vous êtes membre de Femmes du numérique. Femmes du numérique concrètement, donc on a compris que Girls in Tech c'était créer des modèles pour susciter des vocations. Femmes du numérique, c'est concrètement quel est le but? C'est pareil, c'est fédérer en fait un réseau de femmes entrepreneurs pour s'entraider sur différentes problématiques. Donc chacune travaille sur des problématiques différentes. Donc par exemple, nous, on pourrait intervenir sur une thématique autour des relations presse et aider d'autres femmes à mieux gérer au quotidien leurs relations presse. Donc c'est des conseils, c'est des bons plans sur des événements, des compétitions, ça peut être même sur du recrutement. Donc c'est une organisation, une association de femmes qui s'entraident dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Donc chacun arrive avec son expertise et en fait profiter tout le monde tout à l'heure. Alors sans tomber dans le cliché dont on parlait tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut réussir tout en ayant des enfants? Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont particulières parce qu'on s'adresse à des gens qui veulent entreprendre ou à des entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des difficultés qu'on doit envisager quand on est une femme et qu'on a décidé d'entreprendre dans le numérique? Je pense que qu'on soit un homme ou une femme, il y a des difficultés de toute façon à prendre en compte quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Après, le clivage homme-femme, moi je préfère pas trop mettre le doigt dessus parce que moi je le ressens pas moi dans mon quotidien. J'ai entrepris, j'ai pu lever des fonds. Alors que je suis une femme, je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés majeures. Et je pense qu'on est aussi toutes les trois ici pour porter ce message. Et donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il n'y a pas spécialement de différence une fois qu'on a décidé de franchir le pas, de faire le premier pas pour entreprendre, mais la différence c'est qu'il y a moins de
disons que moins de femmes oseraient franchir ce Voilà. pas-là finalement. Mais une fois Et qu'on l'a franchi, je pense que vu qu'on est peu nombreuses, on est un peu rare et du coup on se fait plus remarquer, je trouve, et on suscite la curiosité parfois et je trouve que ça peut être parfois un avantage même. Pour ma part, ça a vraiment été un avantage. Donc moi, j'ai créé ma boîte au Maroc. Et je suis arrivée, donc j'avais 25 ans. J'étais une femme dans un pays qui est en plus censé être moins favorable à l'entrepreneuriat féminin. Donc je vous cache pas que j'avais un peu peur. Et au contraire, comme tu l'as dit, Anna, tout le monde se rappelait de moi parce que j'étais la seule à 10 km à la ronde. Et ça m'a permis alors d'avoir des super retombées presse pour ma boîte parce que j'étais invitée en permanence à tous les événements. Parce qu'à chaque fois que les journalistes voulaient une femme de moins de 30 ans qui était entrepreneur dans le numérique. Il y avait moins de personnes à Voilà. chercher. Donc c'est ça. Donc il y en avait qu'une. donc c'était plutôt une opportunité. Et je pense que dans tous les cas, quand on se retrouve à être minoritaire par plein de choses, par notre personnalité ou par quoi que ce soit, on peut le retourner en opportunité. Et je trouve que c'est une bonne qualité entrepreneuriale à faire. Alors, on va revenir sur quelque chose de plus concret. On a Muriel qui nous demande comment avez-vous encadré vos développeurs des conseils. Donc, Sarah, donc vous avez entrepris sans savoir coder spécialement, donc vous avez fait appel à des développeurs. Comment est-ce que vous les avez encadrés? Est-ce que vous avez des conseils à donner à Muriel? En fait, nous, on a recruté un chef de projet. L'idée, c'est en fait de préparer un cahier des charges avec vraiment la vision qu'on a du projet en termes de fonctionnalité. En gros, très simplement, si je clique là, j'ai envie que cette page s'ouvre. Et ensuite, avec un chef de projet qui, lui, va pouvoir juger de quelle manière c'est réalisable techniquement et surtout pouvoir encadrer les développeurs pour savoir si ce qu'ils nous proposent en termes de timing, en termes de pricing parfois, c'est raisonnable ou pas. Donc vraiment, c'est prendre un chef de projet qui a pu nous aider par rapport à ça. Ouais, au démarrage, c'est comme ça qu'on a fait quand on avait peu de ressources. Et une fois qu'on avait pris ce chef de projet et on avait sous-traité la partie technique, une fois qu'on a pu se développer, ensuite on a internalisé l'équipe technique avec un directeur technique. Et moi, le petit conseil que je pourrais donner, c'est que pour recruter ce directeur technique, qui était un poste très stratégique, et moi je n'avais pas vraiment de compétences techniques pour juger, on a fait appel à un cabinet de recrutement spécialisé sur des profils web techniques, puis justement parce qu'on ne les avait pas. Et ça nous a beaucoup aidé à trouver rapidement quelqu'un qui était vraiment très qualifié et qu'on recherchait. C'est ça, c'est parce qu'au-delà du genre, la difficulté, c'est aussi quand on ne s'y connaît pas, comment est-ce qu'on fait pour encadrer des développeurs qui finalement peuvent nous faire un peu ce qu'ils veulent sans forcément que ça corresponde avec le projet qu'on s'est fixé à la base. C'est du suivi vraiment. Il y a des outils qui permettent de faire de la suivi de gestion de projet avec des développeurs. Après, les entrepreneurs ont une vision très claire de ce qu'ils veulent en termes de fonctionnalité, même si on ne sait pas coder, on sait le rendu en termes d'usage, ce qu'on veut. Donc après, le développeur le traduit en langage informatique, technique, et ensuite, nous, on voit le rendu et on peut ensuite débriefer, échanger et avancer ensemble. Moi, j'ajouterais quand même un point. Pour le coup, mon directeur technique sur ma boîte, il me disait tout le temps « Ah bah toi, Mounia, je sais que tu sais pas coder, mais n'empêche, tu sais de quoi tu parles et c'est agréable. » Donc, j'avais sûrement, de mes études d'ingénieur, même si j'ai pas appris à coder, j'avais sûrement des bases. Baigner un peu dans l'environnement. Voilà, donc je comprenais la logique et ça m'a aidé à me faire comprendre et en tout cas à être peut-être un peu crédible. Et c'est pour ça qu'on a lancé aussi les cours de coding avec Girls in Tech. En fait, le constat, c'était, enfin, le postulat, c'était de dire on n'a pas tous besoin de coder, de toute façon, on ne va pas tous devenir développeurs, mais étant donné que toutes les sociétés sont en train de devenir technologiques, avoir les bases du développement informatique pour tout le monde, ça peut être très utile. Et c'est là justement, c'est vrai que si on revient donc sur la désertion enfin pas la désertion, le mot est un peu fort, mais sur le fait qu'il y ait moins de femmes que d'hommes dans l'entrepreneuriat, dans le numérique. Si on regarde déjà dans les écoles d'ingénieurs, les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes. On parlait du cliché du geek tout à l'heure devant son ordinateur qui mange sa pizza ou qui joue aux jeux vidéo pour aller dans le cliché à fond. Comment est-ce qu'on peut dépasser ce cliché et montrer que finalement on peut coder et avoir une vie tout à fait normale? Vous n'avez pas codé directement, mais comment dépasser ce cliché de on est dans le numérique et on a une vie tout à fait normale et on est… Mais dans tous les métiers, de toute façon, il y a des clichés. Donc le cliché du geek, par définition, c'est un cliché. Donc ça veut dire que tous les geeks ne sont pas comme ça. Après, je pense que pour le coup, c'est comme être commercial ou comme faire de la communication, c'est aussi une vocation. Donc il faut avoir une espèce de logique mathématique, il faut quand même apprécier travailler devant son ordinateur, il faut être passionné de code. Et après, je pense qu'on peut être une très bonne codeuse sans être une geek. Et pour les hommes, c'est la même chose en fait.
C'est pas forcément des gens refermés sur eux-mêmes qui ne s'intéressent pas au monde extérieur et qui vivent dans un laboratoire. C'est pas du tout ça. En tout cas, si aujourd'hui j'ai l'opportunité de pouvoir faire passer ce message, c'est que voilà, des développeurs, c'est aussi des gens qui aiment sortir, qui c'est juste qu'ils travaillent devant un écran la journée, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire. Oui, comme tout le monde. En fait. C'est ça, c'est que tout le monde devient. Et ce que peut-être j'ajouterais, ce qui est peut-être positif, c'est que maintenant, c'est comme vous l'avez dit, c'est à la mode d'être entrepreneur, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années. Non, c'est vrai. Et moi, je vois dans mon école d'ingénieur, on avait tout le temps des conférences de Ernst & Young, Mazars et compagnie. Peut-être que maintenant, il va y avoir des conférences de chefs d'entreprise qui viennent de créer leur start-up. Et qui ont besoin de développeurs, qui ont besoin de personnes qui s'y connaissent dans le peut-être que ça va aider. Alors, un petit point d'actualité maintenant. Mounia, Anna, Sarah, hier, la TIDS a annoncé une levée de fonds de 24 millions d'euros, et notamment auprès de la BPI. Et la BPI en a profité pour annoncer qu'elle voulait maintenant accompagner des startups à fort potentiel. Et son président Nicolas Dufour en a profité pour annoncer « Nous en avons assez d'arroser des bonsaïs ». Quand on fait partie de l'écosystème startup en France, comment est-ce qu'on reçoit cette déclaration ? Moi, je pense tout simplement que finalement, la BPI, elle soutient des projets au démarrage. Souvent, quand même, il y a beaucoup de fonds qui sont apportés en ce qu'on appelle early stage, donc vraiment au tout début. Et c'est vrai que je comprends aussi cette envie de vouloir participer de manière plus significative à des gros projets et de plus se limiter uniquement à on apporte des petits fonds de départ pour permettre au projet de se concrétiser, en fait, mais vraiment aller un peu plus loin là-dedans. Donc aider les startups à grossir, c'est quelque chose que vous aviez, enfin une information que vous recevez positivement en fait. Oui, moi j'ai pas mal perçu ça du tout. On n'a pas pris mal l'expression bonsaï. En fait, j'ai trouvé moi ça très bien que la France puisse soutenir des entrepreneurs qui réussissent à l'étranger, parce que ça va donner justement ces modèles de réussite française et le fait qu'on peut être français et réussir à l'étranger. Et je pense que c'est très bien pour l'image de la France à l'étranger et l'entrepreneuriat français. J'ai trouvé que c'était bien. La BPI continue d'aider aussi des jeunes pousses, mais c'est aussi bien d'attaquer des très gros projets à grosse dimension. Et donc là, pour le coup, pour avoir un rayonnement à l'international, vous partagez cet avis, Mounia ? Oui, complètement. Et surtout que quand on regarde l'environnement du financement en France, on se rend compte que trouver 1 million d'euros ou un peu moins, c'est assez facile, relativement facile, alors que trouver justement 20 millions d'euros, c'est très compliqué sur le marché. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Donc si la BPI s'en occupe, c'est très très bien. Et c'est vrai qu'on peut, sans me faire l'avocat du diable, on peut le prendre aussi d'une autre manière, c'est qu'il y a plein de jeunes pousses sur le marché. La BPI va aller aider des entreprises qui marchent déjà bien. Bon, effectivement, pour un rayonnement international, parce qu'ils ont plus ou moins dit qu'ils voulaient créer un deuxième Criteo français. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore un gap entre le 1 million d'euros ou 20 millions d'euros ? Ou peut-être qu'il y a d'autres acteurs qui le font aujourd'hui sur le marché et qu'on n'en parle pas aujourd'hui ? Il y a encore ce gap-là des 5 millions d'euros de la série B ou la série C. Mais bon, soyons optimistes. Si ça se trouve, la BPI va le faire dans quelques mois. Espérons. On va maintenant parler de Babbler. On vous souhaite d'être le prochain TIDS. Donc les choses vont plutôt bien justement pour Babbler parce que vous avez effectué une levée de fonds fin 2014. Oui. On a effectué un deuxième tour fin 2014. On a voulu faire rentrer des institutionnels sur notre secteur dans la communication. Donc on a fait rentrer le groupe Fred et Farid, Fashion Capital Partners, des business angels qui ont de l'influence sur le secteur de la communication, ce qui nous permet d'avoir plus de crédibilité aussi sur notre métier, sur notre secteur, pour pouvoir ensuite partir à l'international avec les reins très solides. Et alors justement à l'international, vous avez un bureau à New York. J'ai fait une émission la semaine dernière sur l'entrepreneuriat à New York. Comment ça se passe là-bas, Sarah, la création du bureau à New York ? Alors du coup, Anna pourra mieux en parler que moi. C'est elle qui s'en occupe. Écoutez, ça se passe très bien. En fait, on avait remporté un accélérateur de start-up française à New York l'année dernière, ce qui m'avait permis de découvrir un peu l'entrepreneuriat aux États-Unis. Et voilà, j'ai adoré. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup plus d'opportunités. Et puis, c'est un nouveau challenge. Donc, ça donne aussi de nouveaux objectifs et très intéressant. L'accueil est bien perçu. Les Américains sont très portés sur l'innovation et ils adorent l'innovation et la nouveauté, le changement. Donc, ils ne sont pas du tout hermétiques au changement et ils sont très technophiles. Donc, quand on arrive sur le marché avec une idée nouvelle, techno et qui répond à un réel besoin, ils veulent être plutôt leaders, ce n'est pas des followers, donc ils veulent être les premiers à essayer, alors que parfois on peut être confronté dans d'autres pays à une réticence de la part du marché, du changement et de la nouveauté qu'il n'y a pas forcément aux États-Unis. Et alors est-ce que, donc, comme vous êtes allé à New York, vous avez fait le même constat d'un secteur numérique peu féminisé à New York comme il serait en France, ou la donne est différente J'ai là-bas ? rencontré plus de codeuses femmes.
Donc il y a beaucoup moins ce clivage homme-femme, en tout cas en termes d'ingénieurs, de profils techniques. Donc j'ai vu beaucoup de filles pitcher. Il y a aussi des associations comme Girls in Tech. Il y a aussi beaucoup d'initiatives comme ça pour les femmes. Et c'est vrai que j'avais rencontré une codeuse qui avait pitché une application qu'elle avait développée en une nuit, sur 8 heures. Et elle expliquait qu'elle avait fait une école d'ingénieur, qu'elle était passionnée par ça. Et que voilà, dès qu'elle avait une bonne idée, elle l'a développée, elle l'a pitchée. Si ça prenait, c'était bien. Et si ça prenait pas, elle proposait une autre idée. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'agilité comme ça dans l'entrepreneuriat. Donc finalement, cette codeuse, elle franchissait le pas dont on parlait tout à l'heure, parce que non seulement elle avait appris à coder, en plus elle se lançait, bon ça marche, ça marche pas. C'est peut-être plus une mentalité à l'américaine qu'on a du mal encore à avoir en France aujourd'hui. Donc Mounia, je l'ai rappelé tout à l'heure, vous faites du capital risque aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de vos dernières trouvailles, ou sans parler de pépites, mais Ouais, je sais pas, mais en tout cas, moi je travaille donc pour le groupe Schibsted, qui est la maison mère du site Le Bon Coin. Notre but donc c'est d'investir dans des boîtes dans lesquelles on va plutôt avoir une approche industrielle. Donc, on ne fait pas énormément de deals. On a fait 2 deals l'année dernière. On a investi dans Prêt d'Union, qui est une plateforme de prêt entre particuliers qui est assez connue. Et on a investi dans Monsieur Drive, qui est porté par une femme. Donc à suivre également, donc voilà. deux startups à suivre prochainement. On a Seb qui suit l'émission qui nous demande: la France est-elle le seul pays en retard par rapport aux pays voisins? Non. Non. Et les États-Unis aussi, il y a pas mal de choses à faire aussi. Oui. Il y a pas mal de choses à faire, donc on est pas en retard. Et c'est vrai qu'on a un écosystème qui est d'ailleurs, Sarah, assez développé, j'ai envie de dire. Enfin, en France, par rapport à d'autres pays européens, on n'est pas en reste par rapport à l'écosystème entrepreneurial. Non, je trouve pas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Je trouve qu'on représente de plus en plus les startups, le numérique. Je trouve pas qu'on soit un pays en retard. Je trouve que justement Axel Lemaire aussi qui porte pas mal à l'international le message de la French Tech et qui met en lumière justement des startups françaises fait assez bien ce travail-là aussi. Donc non, je trouve qu'on n'est pas particulièrement en retard par rapport aux autres pays. Et pour finir, mesdames, je vais vous demander à toutes les trois un conseil pour une femme qui voudrait entreprendre demain en France. Dans l'ordre, d'abord Sarah. Je dirais qu'il faut pas avoir peur et qu'il faut saisir sa chance et foncer, quoi. Anna, de y aller. De y aller, il faut foncer, Monia. Rien de plus, foncer quoi. Et bien foncez, ce sera le mot de la fin, mesdames, messieurs, j'ai envie de vous dire, foncez pour entreprendre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Startup.